Aujourd'hui, on s'attaque à une mécanique fascinante, mais avouons-le, un peu effrayante, l'effondrement politique. On va décortiquer ensemble le manuel de l'autocrate, en nous appuyant sur les recherches d'Anne Applebaum, une historienne couronnée par le prix Pulitzer. On va observer de façon tout à fait objective comment les démocraties modernes sont méthodiquement démantelées de l'intérieur. Pas de panique, on va regarder ça froidement, étape par étape. Alors on plonge directement dans le vif du sujet avec cette idée de base. Le point de départ, c'est de réaliser que, de nos jours, les systèmes ne s'effondrent pas dans le chaos d'une révolution violente. Non, c'est beaucoup plus insidieux. Ils sont discrètement et surtout légalement démontés pièce par pièce par les personnes même qui ont été légitimement élues pour les diriger. C'est un peu comme si l'architecte de votre maison commençait à en retirer les briques une par une. Et c'est là qu'on assiste à un vrai changement de paradigme. Historiquement, au XXe siècle, un coup d'État, c'était des chars dans les rues, l'armée qui prend le contrôle, bref, la force brute. Mais au XXIe siècle, oubliez ça. La véritable menace, aujourd'hui, c'est une érosion subtile, un démantèlement interne. Tout se fait avec des stylos, des lois et des réformes graduelles. Pour y voir clair, voici notre plan de route. On va d'abord définir cette menace moderne, puis passer en revue les tactiques une à une, la corruption, la manipulation électorale et les 3 autres leviers de contrôle. Ensuite, on verra l'effet domino que ça provoque dans le monde, avant de finir sur ce qu'on appelle le mythe de l'inévitabilité. Un programme chargé, mais vous allez voir, tout est très logique. Première étape, la menace démocratique moderne. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il s'agit d'une rupture de l'intérieur. Le vrai danger ne vient pas d'un ennemi étranger aux portes du pays. Il vient de leaders qui connaissent parfaitement les règles du jeu, puisqu'ils ont été élus grâce à elles, et qui décident de les tordre et de les exploiter pour s'assurer qu'ils ne pourront plus jamais perdre. Pour vraiment comprendre comment ils s'y prennent, l'historienne a identifié 5 tactiques bien précises. Gardez-les en tête, c'est littéralement la recette de l'autocrate. La corruption, la manipulation des élections, la mainmise sur le personnel, le contrôle de l'information et pour finir le recours à la force et à la violence. C'est notre grille de lecture pour la suite. On commence avec la tactique numéro 1, la corruption institutionnelle. Et attention, on ne parle pas du petit pot de vin glissé sous la table. C'est quand la frontière entre l'intérêt public, ce qui est bon pour le pays, et les affaires personnelles du dirigeant devient complètement floue, voire n'existe plus du tout. Pour mettre ça en perspective, la source donne un exemple assez vertigineux. On parle ici de l'augmentation de la fortune personnelle d'un ancien président américain, une hausse de 4,2 milliards de dollars. Sa valeur nette est passée de 2,3 à 6,5 milliards en l'espace de seulement 2 ans. C'est exactement ce à quoi ressemble la corruption quand elle opère au plus haut sommet de l'État. Le problème de fond, c'est le changement radical de priorité. L'appareil d'État commence à prendre des décisions pour favoriser les entreprises de la famille au pouvoir. L'historienne cite par exemple un investissement étranger massif de 2 milliards de dollars directement injecté dans le fonds d'investissement d'un proche parent. Autrement dit, c'est le symptôme clair d'une kleptocratie où le pouvoir politique sert de levier pour enrichir un clan. Ce qui nous amène à la deuxième tactique, la manipulation électorale. C'est simple, si vous ne voulez pas perdre les prochaines élections, pourquoi ne pas tout simplement changer les règles du jeu? Et le pire, c'est que ça se fait de manière tout à fait légale pour empêcher les adversaires d'avoir la moindre chance. L'analyse souligne comment ces outils légaux sont transformés en armes. Ça peut passer par des modifications pures et simples de la Constitution pour rester au pouvoir indéfiniment, comme on l'a vu avec Viktor Orban en Hongrie, ou bien, de manière plus insidieuse, en imposant des lois d'identification des électeurs ultra strictes. En exigeant un passeport ou un acte de naissance pour voter, on sait pertinemment qu'on va écarter des urnes des pans entiers de la population qui ne sont pas favorables au pouvoir en place. Et puis, il y a cette méthode chirurgicale qu'on appelle le gerrymandering, ou le redécoupage électoral partisan. L'idée est brillante mais redoutable. On redessine les frontières des circonscriptions électorales pour diluer ou concentrer les votes de l'opposition. Le nom vient d'ailleurs d'une carte électorale du 19e siècle, tellement trafiquée qu'elle ressemblait à une salamandre. Sur le papier, vous avez le droit de vote, mais dans les faits, votre bulletin ne pèse plus rien du tout. Allez, on enchaîne avec les tactiques 3, 4 et 5. Parce qu'une fois que vous êtes riche et que vous avez verrouillé les élections, il faut s'assurer que toute la machine étatique obéisse au doigt et à l'œil. C'est l'étape où le contrôle devient total. Mais juste avant de détailler ça, il y a un concept absolument crucial à saisir. C'est la différence entre l'état de droit, où des juges indépendants tranchent en se basant sur la Constitution, et le règne par la loi, où le leader utilise la loi comme un outil personnel pour dicter sa volonté. C'est une nuance qui a l'air subtile comme ça, mais qui en réalité fait basculer toute une société. Donc, tactique numéro 3, le personnel. Comment vous assurer qu'on ne vous mettra pas de bâton dans les roues en virant les experts?
L'historienne explique qu'on assiste au remplacement systématique de fonctionnaires méritants et neutres, des spécialistes de l'environnement, des experts en infrastructure, par des gens dont la seule qualification est d'être totalement fidèles au parti. En faisant ça, on élimine purement et simplement les contre-pouvoirs à l'intérieur même des institutions. La quatrième tactique concerne l'information. Et là aussi, la méthode a changé. Fini le censeur d'autrefois qui rayait des phrases dans le journal avec son gros feutre noir. Le contrôle moderne des médias est d'abord financier. On s'arrange pour que des alliés très riches rachètent les grandes chaînes de télévision et les réseaux d'information pour dicter ce qu'il faut penser. Sans parler des pressions colossales exercées sur les grands patrons de la tech. Et on arrive à la cinquième et dernière tactique, le pouvoir et la violence. C'est la phase où l'analyse pointe des dérives alarmantes, comme l'utilisation de forces de police nationales qui commencent à agir comme de véritables milices, des agents en tenue de combat qui ne rendent de compte à aucune autorité locale et opèrent complètement en dehors du cadre légal habituel. Une fois cette étape franchie, le verrouillage est complet. Alors on pourrait se dire que tout ça c'est de la politique intérieure et que ça ne regarde que le pays concerné. Pas du tout. Ça nous amène à notre cinquième point, l'effet domino mondial. Parce que croyez-moi, quand la plus grande puissance du monde commence à vaciller, le reste de la planète le remarque. Et personne ne reste les bras croisés. C'est fascinant de voir comment les alliés historiques ajustent leurs tirs face à un partenaire devenu totalement imprévisible. On voit apparaître des alliances inédites. L'Union européenne qui cherche des alternatives économiques en signant des accords avec l'Inde, ou le Canada qui renforce sa sécurité avec l'Europe. Et que dire du Danemark qui augmente ses préparations militaires, juste après avoir reçu des menaces à peine voilées sur la souveraineté du Groenland. En clair, l'historienne observe que le monde entier est en train d'assurer ses arrières. On déplace les alliances commerciales pour être moins dépendants, on construit des infrastructures cloud souveraines pour protéger les données en dehors des États-Unis, et on prépare des plans B pour la sécurité nationale. C'est tout un ordre mondial qui se prépare activement à la fin du leadership américain. Tout ça nous mène à notre dernière grande réflexion. Le fameux mythe de l'inévitabilité. Face à une telle accumulation de signaux au rouge, c'est presque tentant de baisser les bras et de se dire que, de toute façon, c'est le cours naturel de l'histoire et qu'on n'y peut rien. Pour appuyer cette idée fataliste, on cite souvent la théorie de John Glubb sur le cycle de vie des empires. En gros, un empire dure environ 250 ans. On passe par l'âge des pionniers, puis les conquêtes, le commerce, l'abondance, et paf, on atterrit inévitablement dans l'âge de la décadence. C'est une chronologie qui a l'air implacable sur le papier. Sauf que la source que nous étudions aujourd'hui balaie totalement cette prétendue fatalité. Le message central ici, c'est que rien n'est joué d'avance. La survie d'un système démocratique ne dépend pas d'un chronomètre historique, elle dépend entièrement de nous. De la participation citoyenne, du refus de se laisser endormir par la complaisance et des choix qu'on fait aujourd'hui. Accepter que le déclin est inévitable, c'est exactement ce dont l'autocrate a besoin pour que ces tactiques fonctionnent. Ce qui nous laisse avec une question cruciale à méditer. Sommes-nous condamnés à regarder les institutions s'effondrer, ou est-ce que notre conscience citoyenne est capable de réécrire la fin de ce manuel? C'est tout l'enjeu. Le scénario n'est qu'un brouillon, à chacun d'y apporter sa réponse. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de ces mécaniques passionnantes.